et bienvenue dans le 7-8 l'hebdo, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de la saison, au sommaire ce vendredi 17 juillet. Ce week-end, les départs en vacances sur les routes sont prévus nombreux, bison futé voire rouge. Le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari s'est rendu sur le péage de Saint-Arnoult en Yvelines pour faire le point. Pour vos vacances dans les Yvelines, vous avez sûrement envie de grand air. Pour vous éclairer sur les activités possibles, nous aurons avec nous les responsables de la bergerie nationale de Rambouillet et l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Les élus communautaires installés à Saint-Quentin en Yvelines, Philippe Bennassaya choisi pour représenter la droite aux législatives partielles de la 11e circonscription et Valérie Pécresse en visite à l'usine Renault de Flins. Nous reviendrons sur les moments forts de l'actualité de la semaine dans votre département. C'est le début du 3e week-end des vacances d'été. À la veille des grands départs, le ministre délégué en charge des transports Jean-Baptiste Djebbari s'est rendu dans plusieurs sites de l'autoroute A10 et notamment à la barre de péage de Saint-Arnoult en Yvelines, très fréquentée malgré la crise sanitaire. L'occasion de rappeler quelques messages de prévention, Grégory Canalé. Ce vendredi matin, sur l'autoroute A10, les automobilistes étaient déjà nombreux à prendre la route de la Bretagne ou du Sud-Ouest. À la veille de ce week-end de grand départ, le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebbari est venu constater ces flux de circulation au péage de Saint-Arnoult en Yvelines. En plein contexte de crise sanitaire, les réservations de trains ont baissé de 25%. Les Français se reportent davantage sur des trajets en voiture pour leur séjour sur le sol national. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie des personnes, des Français, qui se sont reportés sur leur voiture particulière, parce que certainement ils ont considéré que c'était un environnement sanitaire contrôlé, parce qu'ils voyagent en famille ou qu'ils se sont organisés pour prendre leur voiture, qui leur est apparu, j'imagine, à ce moment-là, le moyen de transport le plus simple et le moyen de transport à privilégier pour ces vacances-là, qui sont, on l'a dit, des vacances quand même assez particulières, avec un virus toujours circulant et tout le monde, qui, vous-même d'ailleurs, qui est masqué. Une visite pour faire passer des messages de prévention, notamment concernant la sécurité du personnel autoroutier avec qui le ministre a pu échanger. En 2019, 145 accidents ont été recensés lors d'interventions et des heurts qui ont lieu très souvent sur la bande d'arrêt d'urgence. Il y a toujours trop de heurts de fourgons, notamment des patrouilleurs, par souvent faute de vigilance au volant, par utilisation des téléphones au volant. Et c'est l'occasion ici, à vos micros, de rappeler évidemment l'obligation pour soi et pour les autres de respecter les mesures de sécurité routière. Rappelez également que les dangers sont nombreux au volant. La somnolence est la première cause de mortalité sur autoroute. Quelques gestes de prudence sont donc de mise pour les automobilistes. On les incite à vraiment être attentifs à leur niveau d'éveil, dès les premiers signes de somnolence, à s'arrêter pour faire une pause. Le mieux, c'est de faire une pause, une sieste pendant 10 minutes, un quart d'heure. C'est ce qui permet le plus de retrouver un bon niveau d'éveil pour ensuite continuer sa route en toute sécurité. Pour ce 3e week-end des vacances d'été, bison futé voie rouge dans le sens des départs sur les routes d'Île-de-France pour la journée du samedi 18 juillet. Les vacances scolaires ont débuté le 3 juillet dernier. Vous êtes peut-être en recherche d'activités familiales et en plein air dans le département. Et justement, en communication avec nous, nous avons Vincent Couteau de l'île de loisirs. Bonjour. Bonjour. L'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et Frédéric Drieux de la bergerie nationale de Rambouillet. Bonjour. Bonjour. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, 2 mois après la fin du confinement, on observe une légère reprise de transmission du coronavirus. Plus que jamais, les gestes barrières doivent être respectés et le ministre de l'Intérieur, Jean Castex, a annoncé le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine. Alors le point commun entre vos deux lieux, c'est qu'ils sont largement en extérieur, mais tout de même, comment vous avez adapté vos activités aux mesures sanitaires? Je vais commencer avec vous, Vincent Couteau. Alors nous, effectivement, chaque secteur d'activité a un fonctionnement qui lui est propre et donc un protocole sanitaire qui a été adapté. Prenons l'exemple du parcours Acrobranche. On impose le port du masque sur tous les temps qui sont en relation directement avec les opérateurs. Donc ça va être le temps du briefing, de l'initiation, pendant les évacuations sur parcours. Par contre, dans le cadre du parcours, là, effectivement, les usagers peuvent enlever le masque et pratiquer sans problème. Donc vraiment, entre les activités, on a adapté l'essence de circulation et les protocoles en fonction des temps d'action. Et côté de la bergerie nationale ? Pareil, du coup, on a imaginé un sens de circulation qui ne se faisait pas forcément par avant. Donc, du coup, l'idée, c'est de rentrer d'un côté, ressortir de l'autre. Donc, dès que les visiteurs sont dans un bâtiment, que ça soit
dans l'espace d'accueil, dans l'espace de la salle de traite, là, le masque devient obligatoire, mais effectivement, les 3/4 du trajet se font à l'extérieur. Donc un protocole a été mis en place pour justement éviter de se croiser sur l'exploitation agricole. Alors cet été, le message était beaucoup de rester en France. Est-ce que vous observez un public différent par rapport aux saisons dernières? Donc, je vais commencer avec vous cette fois-ci, Vincent Couteau. Alors, différent, je dirais pas ça. Par contre, vraiment un retour du public vraiment très marqué depuis le déconfinement globalement. C'est vrai que l'île de loisirs, c'est 600 hectares d'espace vert et de nature, donc on peut trouver des coins où on est tranquille tout seul. Voilà, et puis on sent aussi que les usagers, les franciliens vont moins partir loin. On l'a vu avec les services jeunesse par exemple, qui vont plutôt rester dans le département et plutôt localement. Et donc là, on a davantage de public local, en tout cas qui vient sur l'île de loisirs, effectivement. Frédéric Drieux, même constat? Oui, nous pareil, je pense que la fréquentation est plutôt bonne. Nous, on a réouvert début juin en espérant pouvoir réaccueillir des écoles, mais ça n'a pas été le cas. Donc du coup, l'exploitation a été ouverte pour les familles qui ont du coup adhéré au projet, à tout ce qui a été mis en place par rapport au protocole. Et donc du coup, et là depuis début juillet avec les vacances et tout ce que le gouvernement, l'État, le département, la région ont mis en place, que ce soit quartier d'été, vacances apprenantes, écoles apprenantes. Du coup, ça fonctionne plutôt bien. On a des centres de loisirs et effectivement, les enfants de Rambouilly qui normalement avaient prévu de partir en colo assez loin ont monté des projets avec la bergerie pour pouvoir redécouvrir la bergerie et rester localement sur Rambouillet. Alors maintenant, si on parle un peu des programmations de cet été, à la bergerie, vous nous plongez dans un monde olympique, si j'ai bien compris. Ouais, c'était prévu de longue date. L'idée, c'était de préparer les Jeux Olympiques 2024. Donc, l'idée est d'imaginer un parcours ludique sur la ferme en lien avec les Jeux Olympiques. Donc, l'idée, c'est effectivement de proposer des choses qui sont ludiques sur la thématique des Jeux Olympiques, mais toujours en ayant un lien avec le monde agricole. Je vais prendre l'exemple du golf champêtre qui se fait dans une prairie au milieu des palmipèdes, canards et des oies. L'idée, c'est de parcourir cette animation et de découvrir les différentes plantes fourragères de la prairie. L'activité sur la traction animale, c'est de faire une comparaison entre la force du cheval de trait et ce qu'un enfant ou un adulte est capable de tirer. Le saut en longueur, c'est de comparer ce que nous, on peut sauter par rapport à un animal de la basse-cour, etc. Voilà, donc vraiment la piscine de paille, c'est finalement la natation et de découvrir la litière des animaux. Voilà, c'est tout un ensemble d'activités ludiques en lien avec les Jeux Olympiques et le monde agricole. Donc à l'île de loisirs, on a un village culturel et sportif avec des activités originales. Oui, on propose là, pendant 4 semaines une multitude d'activités. Tous les jours, il y a une quinzaine d'activités qui sont proposées. Donc c'est un projet qui est soutenu par la région Île-de-France, à destination initialement du public 11-17 ans. Mais voilà, vu le caractère un peu tardif du lancement des réservations, on a encore des créneaux disponibles et donc on a mis en place un outil où on ouvre tous les jours des créneaux au grand public. Et donc, tous les jours, le grand public peut s'initier à des activités vraiment originales, vraiment fun. Hier, c'était disque golf et hockey sur gazon. Aujourd'hui, c'est rugby à 5 et baseball 5. Donc, voilà, donc c'est vraiment sympa. Ça dure pendant les 4 semaines. Et donc, c'est ouvert du coup au grand public qu'on accueille sur l'espace événementiel. Du côté de la bergerie, il faut réserver aussi avant de venir ? Non, pas obligatoirement. Non, les individuels viennent librement. Donc c'est vrai que les vacances d'été, la fréquentation permet de ne pas réserver comparé aux autres vacances où effectivement il y a sûrement plus de monde. Bon là, il faut voir par rapport aux franciliens qui restent localement sur la région parisienne, mais a priori, il n'y a pas besoin de réserver. Il n'y a que les centres de loisirs, les groupes constitués qui ont l'obligation de réserver pour justement limiter la fréquentation aussi sur l'exploitation. Alors pour conclure, Vincent Couteau, comment vous abordez cette période estivale finalement ?
et ben on l'aborde avec beaucoup d'envie déjà, après avoir été confiné comme tout le monde pendant 3 mois. Beaucoup d'optimisme, et puis on a finalement pas mal en plus de nos activités traditionnelles, pas mal de dispositifs qui sont déclenchés. Et donc on va avoir la semaine prochaine Partie en livre, par exemple, autour de la bande dessinée, donc avec un petit camion qui va s'ouvrir de tous les côtés pour proposer plein d'animations hyper sympas, avec aussi des cahiers d'été autour de la BD. On va avoir les Tréteaux de France qui vont revenir fin août avec ce magnifique projet de théâtre, donc aussi bien des ateliers que des pièces. On va mettre en place une 100 mètres, une allée en fait, un parcours fraîcheur avec 100 mètres de brumisateurs accessibles gratuitement au public. Donc voilà. Donc finalement, même si tout a été long à se mettre en place parce que les choses se sont décoincées un peu au dernier moment, et on a une belle programmation pour tous les Saint-Quentinois et tous les Franciliens pour cet été. Une question pour vous, Frédéric Drieux? Pareil, du coup, c'est vrai que le projet de bergerie olympique est un nouveau projet porté donc du coup par les animateurs fraîchement arrivés à la bergerie, et de pouvoir proposer cette nouvelle thématique avec des animations assez originales, nous a donné vraiment envie d'imaginer des choses sympas, et comme le public est pour l'instant au rendez-vous, et avec toujours cette nécessité de découvrir le monde agricole, avec plein d'activités en lien avec la chèvrerie, la traite des vaches, les soins aux animaux, et d'avoir finalement élargi le sens de circulation en permettant aussi au public d'aller dans les prairies au contact des animaux, justement par rapport à cette distanciation physique. Finalement, ça a apporté aussi un renouveau sur la ferme. Donc 2 sites qui se complètent bien pour des vacances yvelinoises pleines d'activités en plein air. Merci à tous les deux de vous être rendus disponibles pour cette interview. Merci. Merci à vous. Les différents programmes de la Bergerie nationale de Rambouillet et l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines sont à retrouver sur vos sites internet respectifs qui se sont affichés durant cet entretien. On passe au reste de l'actualité de la semaine. Après les conseils d'installation des mairies, c'était au tour de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines d'élire ses représentants. Samedi 11 juillet, le conseil d'agglomération s'est tenu au Vélodrome national en raison de la crise sanitaire. Sans surprise, Jean-Michel Fourgousse conserve la présidence. Retour sur cette séance avec Grégory Canalet et Mélanie Poquet. Je déclare donc M. Fourgousse président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Bon courage à vous. Un nouveau mandat de 6 ans pour le maire Les Républicains d'Elancourt. Pour ce conseil d'agglomération de la mandature 2020-2026, Jean-Michel Fourgousse était seul candidat à sa succession, une présidence qu'il place sous le signe de l'emploi et des entreprises. Pour répondre à la crise sociale, notre enjeu prioritaire sera l'emploi, bien sûr, et la sauvegarde de notre tissu économique et du niveau de vie de nos 12 communes. C'est notre devoir d'élus locaux d'aider les jeunes Français à entrer aussi sur le marché du travail. Ça va être un moment difficile. Nous ne devons pas avoir une génération sacrifiée. Une élection aussi pour 15 vice-présidents. Comme en 2017, Jean-Michel Fourgousse a choisi de donner des délégations aux 4 maires de gauche. François Morton, édile de Guyancourt et nouvel élu communautaire, hérite de la politique de la ville, de la santé et des solidarités. Je pense que c'est important. La politique de la ville, je la connais bien. Je la pratique au niveau de Guyancourt depuis maintenant presque la totalité du mandat, puisque j'ai été élu à la politique de la ville. Et la santé est évidemment un enjeu primordial après la période que nous venons de vivre. Et les solidarités, c'est l'ADN de la ville de Guyancourt. Nouveau conseiller aussi, Laurent Merker, qui est en charge de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Il devient aussi le premier vice-président de l'agglomération. Ce que je veux retenir surtout, moi, ce matin, c'est la cohésion qu'il y a eu au niveau de tous les élus, un grand sens des responsabilités de chacun, et je trouve ça très encourageant et très enthousiasmant pour les 6 années à venir. Et le fait de voir tous les élus, quel que soit leur bord, qui souhaitent travailler ensemble de cette manière, moi je pense qu'on va pouvoir bien travailler pendant ces 6 années. L'environnement et la transition écologique, thème fort de la dernière campagne des municipales, sont confiés à la maire de Plaisir, Joséphine Coleman-Berger. L'environnement en tant que tel fait partie de quelque chose de transversal. On va le retrouver absolument partout. J'ai déjà évoqué avec certains vice-présidents cette nécessité de travailler ensemble, que ce soit sur l'habitat, que ce soit même dans les commerces, dans le développement économique. Aujourd'hui, on ne peut plus inscrire un développement économique sans tenir compte de l'environnement.
Jean-Michel Fourgousse a prévenu les conseillers communautaires. Ce mandat sera celui du rassemblement face aux difficultés sanitaires et économiques. Parmi les gros projets à la charge de l'agglomération, l'accueil de plusieurs épreuves sportives lors des Jeux Olympiques de 2024. Ils étaient 2 à se porter candidat pour représenter la droite aux élections législatives de la 11e circonscription des Yvelines. Mercredi, c'est finalement Philippe Bennassaya qui a été désigné par les Républicains. Othman Nasrou, récemment nommé vice-président de la région Île-de-France et son suppléant, on vous retrace le parcours politique du candidat. Arrivé dans la ville de Bois d'Arcy en 2008 où il échoue aux élections municipales et se retrouve dans l'opposition, Philippe Bennassaya se représente en 2014 avec une liste de rassemblement UMP et UDI. Il mène une campagne avec une forte opposition au projet immobilier du centre-ville défendu par le maire sortant. Monsieur Bennassaya est élu maire de Bois d'Arcy. Il crée alors la surprise en faisant basculer la ville à droite. Le maire PS sortant Claude Villiers y était élu depuis 19 ans. En 2015, il transforme l'essai avec les départementales. En binôme avec Sonia Brault, actuelle maire de Saint-Cyr-l'École, il remporte le canton ancré à gauche depuis 1997 et participe au grand chelem de la droite à ces élections. C'est une confirmation, c'est une consolidation de nos résultats dans nos villes. C'est un encouragement, un espoir du travail qu'on a fait depuis un an. Au département, il est notamment président d'Ingénierie, l'organisme qui aide les petites communes dans l'élaboration de projets. En 2020, il a été réélu maire de Bois d'Arcy dès le premier tour avec plus de 60% des voix. Ça fait quand même une assise importante. On est obligé de se poser la question quand il y a une législative partielle, surtout quand on fait ces résultats-là dans une ville et dans un canton. On se dit qu'on est peut-être le plus habilité pour y aller. Et puis j'ai été conforté surtout par l'appui que j'ai reçu d'à peu près les parlementaires, tous les parlementaires de ma famille politique des Yvelines, Gérard Larcher bien sûr, Pierre Bédier, Valérie Pécresse, Jean-Michel Fourgousse, le président de Saint-Quentin. Avec Othman Nasrou comme suppléant, il entend représenter la force du travail d'un élu proche du terrain. Dans les crises successives que la France vient de subir, crise sociale, crise économique, crise sanitaire, la réponse quand même est venue très souvent des collectivités. Pas du haut, mais elle est venue d'en bas. Et nous représentons, lui et moi, cette France de terrain, cette France des territoires, cette France des collectivités. Pour l'heure, il est le seul candidat déclaré pour ces législatives partielles. Nadia est désormais ministre, a assuré qu'il y aurait une candidature de la République en marche. Quant à la gauche, Ali Rabé, nouveau maire de Trappes, souhaite convaincre Benoît Hamon de faire son retour. Jeudi, la présidente de la région Île-de-France s'est rendue au site Renault de Flins. Une visite de l'établissement industriel yvelinois ainsi qu'une rencontre de la direction et des partenaires sociaux. Au cœur des échanges, le plan d'économie de 2 milliards d'euros du groupe Renault avec la transformation de l'activité du site. Les explications de Nicolas Dandry. La région Île-de-France au soutien de l'usine Renault de Flins. Lors de sa visite, la présidente Valérie Pécresse est venue rappeler sa volonté de maintenir la production de véhicules sur ce site industriel. Une position contraire aux annonces de la direction du groupe. La transformation de l'activité de l'usine de Flins consacrée dans un plan d'économie global de 2 milliards d'euros. La direction de Renault a un projet, elle a un projet basé sur l'économie circulaire qui est un projet très intéressant, mais qui doit se conjuguer avec la volonté de tous les élus du territoire de continuer de produire des voitures ici à Flins. Alors la région va essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre l'État qu'il ne faut pas désindustrialiser la vallée de la Seine. Actuellement, la Nissan Micra et le véhicule électrique Zoé sortent chaque jour des lignes de production de l'usine. Créé en 1952, l'établissement emploie près de 2600 personnes. La région souhaite participer à sa compétitivité et à son attractivité. La région pourrait intervenir pour rénover complètement la centrale thermique du site qui est vétuste et qui pourrait se transformer en une belle centrale de production d'énergie, peut-être même pour le territoire. Durant cette visite, Valérie Pécresse a rencontré les partenaires sociaux des syndicats engagés actuellement dans des négociations avec la direction du groupe. Madame Pécresse, on la sent très investie. C'est une personne qui veut vraiment faire bouger les choses et qui veut vraiment préserver l'emploi et la région. Le maintien de la production de véhicules, notamment du véhicule électrique, véhicule propre, qui est quand même un des véhicules les plus vendus sur la région parisienne. L'État, la région, les pouvoirs publics drainent des milliards d'argent public dans les poches de Renault et Renault annonce la fermeture de sites, la suppression de postes, l'arrêt de fabrication de voitures à Flins, etc. Une nouvelle réunion entre les partenaires sociaux et la direction du groupe est prévue courant septembre pour faire un point sur la restructuration.
Un recours d'annulation du scrutin déposé par Nelly Dutu à La Verrière. L'ex-maire communiste a perdu son fauteuil le 28 juin dernier, devancé de 58 voix par Nicolas Dainville. Celle qui siège désormais dans l'opposition invoque le respect des droits et de la démocratie, dénonçant des mensonges et attaques subies pendant la campagne. Le dossier est entre les mains du tribunal administratif de Versailles. Nelly Dutu et Nicolas Dainville interrogés par Nicolas Dandry. Il y a très peu de voix d'écart. Et il nous semble que la campagne de M. Dainville a des procédés qu'on peut remettre en cause. On pense que dans le traitement du Covid et de la période de confinement, il peut y avoir des choses à revoir. La diffamation, aussi bien pour mon appartement que pour le fait que j'aurais interdit à la police d'intervenir sur la ville, ce qui est archi faux. Il y a une personne de confession musulmane qui, quelques jours avant l'élection, dit très précisément qu'il ne faut pas voter pour moi parce que je suis communiste et athée, et qu'il fait voter M. Dainville parce qu'il est chrétien, certes, mais au moins croyant. L'association musulmane de La Verrière a démenti et y être pour quelque chose. Je suis l'association et bien sûr son démenti a été mis dans notre dossier. C'est une démarche assez classique pour les candidats qui perdent une élection. C'est vrai que je regrette cette démarche-là parce que j'ai un peu l'impression que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est qu'on a, nous, notre équipe, subi un certain nombre d'irrégularités tout au long de cette campagne. On a réussi à gagner justement parce que beaucoup d'habitants en avaient ras-le-bol de ces méthodes et de ces pratiques. Et on a, je dirais, l'attitude d'une mauvaise perdante qui nous reproche tout un tas de choses qui sont assez dérisoires. Donc je suis très serein sur l'issue de cette procédure. La ministre déléguée à la ville, Nadia Hay, s'est rendue jeudi à Mantes-la-Ville. La commune compte 2 quartiers prioritaires de la politique de la ville et sort tout juste d'une mandature du Rassemblement national. L'ex-députée yvelinoise a échangé avec les associations et le nouveau maire sans étiquette mais soutenu par l'Union de la droite, Samy Damerji. Objectif, renforcer les aides pour soutenir la cohésion sociale. Les associations qui disent s'être senties délaissées durant 6 ans et le nouveau maire faisant le constat d'infrastructures non entretenues. Les propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. L'enjeu qui va être aujourd'hui pour la nouvelle équipe municipale, c'est justement de rétablir la cohésion sociale, c'est de ramener la République. Parce que quand on décide de retirer des financements du milieu associatif, c'est quelque part la République qui se retire. Nadia, que vous allez justement retrouver dans notre rubrique « Ça s'est passé ». En 2017, la désormais ministre était élue députée de la 11e circonscription. Elle l'emportait au 2e tour face à Jean-Michel Fourgousse. Il est un peu plus de 21h quand Jean-Michel Fourgousse, le candidat Les Républicains, vient annoncer sa défaite dans la 11e circonscription des Yvelines. Sa seule satisfaction, être en tête dans sa ville d'Elancourt. C'est vrai qu'il y a toujours une petite déception, mais je dirais qu'il y a un tel tsunami national que... écoutez, je suis content de voir que ma ville n'a pas pris l'eau, entre guillemets, n'a pas été touchée par le tsunami. Bon, c'est là où je travaille le plus quand même. Les résultats sont partiels, mais il sait déjà qu'il ne remportera pas ce siège de député que lui a ravi Benoît Hamon il y a 5 ans. Jean-Michel Fourgousse adresse alors un salut républicain à la gagnante qu'il va croiser plus tôt que prévu. Nadia Hay rejoint en effet la mairie d'Elancourt après s'être saluée et avoir transmis quelques conseils. C'est l'occasion aussi pour les 2 adversaires de quelques mises au point après des échanges tendus pendant la campagne. Le déclaratif, c'est bien, mais le mieux, c'est les résultats. Donc dites-vous bien que les gens attendent bien sûr des résultats rapides. Il ne faut pas vous leurrer, il y a 6,5 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres. Oui, nous le savons. Un déficit. Une gagnante nouvelle en politique qui, après une campagne de terrain à relayer le message du président de la République, voit ses efforts récompensés. Elle est élue avec 52,96% des voix contre 47,04% pour Jean-Michel Fourgousse. Un 2e tour marqué par un record d'abstention, 58,3% en forte augmentation par rapport au premier tour. Je suis effectivement extrêmement satisfaite du résultat après ces longues semaines de travail, ces longues semaines où je suis allée à la rencontre de nos concitoyens.
Et c'est aussi une grande fierté aujourd'hui pour moi d'en arriver là. Effectivement, il y a quelques mois, j'étais cadre dans une banque. Aujourd'hui, je suis députée à l'Assemblée nationale auprès du président Emmanuel Macron. Donc pour moi, c'est d'autant plus une immense fierté de porter un projet comme celui-là, qui est celui de La République En Marche. À seulement 37 ans, cette femme active, cadre à Paris et originaire de Trappes, devient la 11e députée En Marche des Yvelines. Ses priorités d'élue, la moralisation de la vie politique et la réforme du Code du travail qu'Emmanuel Macron compte mettre en œuvre dès cet été. Elle va mettre en place une permanence dans sa circonscription et a lancé une plateforme collaborative pour donner de la parole aux habitants de la 11e circonscription. Après une soirée où elle retrouve sa famille, ses amis, ses soutiens et les marcheurs, elle salue tous ceux qui l'ont accompagnée durant cette campagne. Vous avez pris de votre temps personnel, de votre temps professionnel, de votre temps familial. Parfois, effectivement, c'est un peu compliqué, je le sais. Mais vous l'avez fait et je vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait. Et oui, nous l'avons fait. Nous avons battu Benoît Hamon, nous avons battu Jean-Michel Fourgousse. Elle sait qu'elle va devoir s'installer vite pour travailler dans ses bureaux de l'Assemblée. Elle y partira d'ailleurs pour une visite dès demain matin, avant une session de formation pour les nouveaux arrivants et la journée d'ouverture de la prochaine législature avec l'ensemble des députés prévue le 27 juin. C'est la fin de cette dernière émission de la saison, mais ne vous inquiétez pas, TV78 vous accompagne tout au long de l'été avec des reportages quotidiens. Et pour moi aussi, cette émission marque une fin, la fin de cette aventure au sein de votre télévision locale. J'adresse des remerciements particuliers à mes collègues, les journalistes bien sûr, mais aussi les monteurs-réalisateurs sans qui émission et reportage n'existeraient pas, sans oublier l'infographiste indispensable pour rendre l'information parfois plus lisible. J'ai appris de vous toutes et tous. Enfin, je vous remercie, vous, les Yvelinois, alors ceux qui nous regardent bien sûr, mais aussi tous ceux que j'ai pu rencontrer sur le terrain et en plateau. J'ai passé 2 belles années à vos côtés et ce sont bien sûr toutes ces rencontres qui font la richesse de ce métier. Alors je vous dis au revoir et peut-être à bientôt ailleurs et bien sûr, bel été sur TV78.